Bonjour à tous. Donc, on va commencer doucement. Donc, bienvenue dans les conférences organisées par la section Paris Sud de la SFP. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Daniel Suchet, qui va nous parler de solaire photovoltaïque. Donc, Daniel a fait une thèse plutôt fondamentale sur des histoires d'atomes froids. Je ne suis pas sûr que j'ai tout compris. J'ai vu l'intro. Je parlais de fermions dégénérés et tout ça. Je n'ai pas tout compris. Et ensuite, donc, il s'est reconverti, enfin, fait un virage pour étudier la physique du solaire photovoltaïque. Et donc, aujourd'hui, il est maître de conférence de l'école polytechnique au sein de l'Institut photovoltaïque d'Île-de-France, donc IPVF. Donc, c'est pas très loin d'ici, c'est sur le plateau, mais c'est quand même pas dans Paris-Saclay. Donc, le laboratoire, il est entièrement dédié à la compréhension de l'énergie photovoltaïque, plutôt physique, plutôt, mais pas que. Et en plus de ce laboratoire, avec des laboratoires à côté, il a participé à la création d'un centre interdisciplinaire qui s'appelle Energy for Climate. Donc là, qui du coup n'est plus du tout que de la physique. Il y a 30 plus laboratoires, si j'ai tout compris, dont des économistes, des sociologues et tout ça, qui travaillent sur du coup toutes les sciences autour de la transition énergétique et du changement climatique. Et dans ce cadre-là, notamment, il organise des conférences qui ressemblent un petit peu à ce qu'on fait ici. Ça s'appelle les conférences Coriolis, mais qui sont en anglais. Donc, pour les gens qui ne sont pas très à l'aise avec l'anglais, c'est mieux ici. C'est aussi mixte comme nous, sauf que c'est fait sur le plateau. La prochaine, c'est le 17 novembre, je crois, sur le captation, séquestration du CO2. Donc, je pense que si ça vous intéresse, vous pourrez réussir à trouver le lien Zoom. Et avant de lui laisser la parole, il y a une autre chose, c'est que donc ici, il ne va pas nous présenter que sa recherche, c'est aussi un peu de la vulgarisation autour de l'énergie solaire photovoltaïque. Et ça, la vulgarisation, c'est quelque chose, la médiation scientifique, c'est quelque chose qu'il a pas mal fait. Et notamment, il a publié il n'y a pas très longtemps un livre qui s'appelle, enfin pas tout seul, c'est 4, je crois, qui s'appelle Nos futurs. Pas comme le fait qu'il n'y ait pas de futur, comme le fait qu'on ait des futurs à nous, et qui sont une mise en parallèle de petites explications scientifiques et de récits de science-fiction. Si ça vous intéresse, je suis sûr qu'il peut vous donner les références et c'est trouvable en librairie, donc voilà. Et donc, je vais lui laisser la parole pour nous faire une petite mise à jour de nos connaissances sur le solaire photovoltaïque et tout ça. Voilà. Merci beaucoup, Marc. Merci pour l'introduction. Merci pour la petite pub pour nos futurs. Très sympa. Merci à vous toutes et tous d'être présents dans la salle et en ligne. Je suis très heureux d'être là avec vous. Je travaille effectivement au sein de l'UMR, donc l'Institut mixte, l'unité mixte de recherche du CNRS, de l'École polytechnique et de l'École Chimie Paris, qui s'appelle IPVF, l'Institut du photovoltaïque d'Île-de-France, et qui est hébergé au sein d'une structure qui est labellisée Institut de la transition énergétique. On a un spectre de recherche qui est très large autour de la question du solaire, et ce dont moi je vais vous parler aujourd'hui, c'est moins de mes thématiques de recherche personnelle que de vous proposer un tour d'horizon des questions de photovoltaïque, aussi bien sur le plan fondamental, comment ça marche concrètement, qu'est-ce que c'est que l'effet photovoltaïque, que de vous proposer un état des lieux du solaire aujourd'hui dans le monde pour évoquer quelques perspectives du solaire à venir. C'est une question qui est très présente, très débattue dans le débat public, c'est une question qui bouge très vite. Et donc, je pense que ça vaut le coup, une fois toutes les quelques années, de se remettre à jour sur les chiffres, et c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Alors, pour parler de solaire, évidemment, il faut commencer par partir dans l'espace, pour mettre quelques chiffres sur la ressource et comprendre pourquoi on s'intéresse au solaire photovoltaïque. Alors, si vous calculez la puissance du soleil qui arrive sur Terre au niveau de la surface de l'atmosphère, c'est-à-dire si vous êtes à la même distance du soleil que la Terre et que vous êtes tourné vers le soleil, vous récupérez à peu près 1360 watts par mètre carré. Si vous regardez la puissance qui arrive à traverser l'atmosphère et qui arrive sur Terre, c'est-à-dire ce que vous avez au sol un midi en plein été, vous avez à peu près 1000 watts par mètre carré. Et si vous voulez faire la moyenne, en considérant que la Terre tourne sur elle-même, que le soleil n'est pas toujours au beau fixe, que des fois il y a des nuages, qu'il fait nuit la moitié du temps, vous arrivez à peu près 150 watts par mètre carré en France. Ça, c'est quelques ordres de grandeur pour se donner des chiffres sur la ressource, sur la puissance du soleil. Qu'est-ce que ça représente, ces chiffres?
Alors, sur cette image-là, vous avez des cubes dont le volume représente des quantités d'énergie. Les volumes sont proportionnels aux quantités d'énergie. Le petit cube qui est ici, par exemple, ça représente toute l'énergie consommée par l'humanité en un an. Et l'humanité consomme une puissance moyenne de 18 térawatts. Donc, sur un an, ça fait une quantité d'énergie de 18 térawatts an. Une unité bizarre, mais pratique. Le cube ici, ça représente, c'est une estimation des réserves de gaz. C'est-à-dire, si on voulait approvisionner l'humanité uniquement avec du gaz, vous comptez combien de fois vous avez ce petit carré dans ce plus grand cube ici, et ça vous donne une notion de la ressource de gaz pour approvisionner l'humanité. Vous avez la même chose pour le pétrole, vous avez la même chose pour le charbon, vous avez une estimation pour l'uranium, on pourra en discuter beaucoup plus en détail en fonction des technologies que vous utilisez pour valoriser l'uranium. Le grand cube jaune, c'est la quantité de puissance d'énergie solaire qui arrive sur Terre en un an, en tenant compte de la latitude, de l'alternance jour-nuit, des nuages, de tout ce que vous voulez. Ça représente à peu près 10 000 fois la consommation énergétique de l'humanité. Donc, dans la perspective où on pense qu'il y a des enjeux à s'approvisionner différemment et à s'approvisionner mieux en énergie, je pense que ces ordres de grandeur disent assez clairement qu'il y a là réellement une manne énergétique dont il s'agit de réussir à tirer le meilleur parti. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on peut faire de cette ressource? On peut en faire plusieurs choses. La première chose que vous pouvez en faire, c'est de la chimie. C'est ce que font les plantes depuis bien avant qu'on soit là pour en parler. Ça s'appelle de la photosynthèse. Et ça, c'est fait avec une efficacité, c'est-à-dire la puissance, l'énergie solaire que vous arrivez à convertir en énergie chimique, c'est de l'ordre de 0,1 à 1% de rendement. Vous pouvez prendre cette chaleur solaire pour en faire de la chaleur que vous allez utiliser pour chauffer de l'eau, typiquement. Et ça, évidemment, transformer de la chaleur en chaleur, on sait faire ça assez bien. Les rendements sont typiquement de l'ordre de 80%. Vous pouvez utiliser de la chaleur en concentrant la lumière du soleil pour chauffer quelque chose à très très haute température et utiliser cette source très très chaude pour faire de l'électricité. Ça s'appelle du solaire à concentration. C'est près 20% de rendement. Et puis, vous pouvez convertir la lumière du soleil directement en électricité. C'est l'enjeu du solaire photovoltaïque, ce dont moi je vais vous parler aujourd'hui. Et on va discuter ensemble de comment on fait ça et de quel type de rendement typique on arrive à faire cette conversion. Donc, notre discussion d'aujourd'hui va se concentrer sur ce dernier bout ici, comme une façon de convertir cette ressource solaire que j'ai introduite précédemment. Alors, ce que je vous propose comme menu pour notre discussion aujourd'hui, c'est d'abord de vous parler un peu d'histoire du photovoltaïque, suivant le célèbre adage que pour savoir où est-ce qu'on est, il faut savoir un peu d'où est-ce qu'on vient. Et puis, il vaut mieux savoir où est-ce qu'on est pour savoir où est-ce qu'on va. Donc, commençons par faire un état des lieux, à la fois de l'histoire de la science photovoltaïque et de son développement industriel. Je vous présenterai ensuite les concepts clés de la technologie solaire. Qu'est-ce que ça nécessite comme concept de réussir à faire une cellule solaire et comment est-ce qu'on fait une cellule solaire dans la pratique? Je parlerai des coûts, aussi bien des coûts économiques que des coûts écologiques. C'est moins ma spécialité de recherche, mais c'est évidemment des questions cruciales quand on aborde la question de l'énergie dans la société. Donc, je vous donnerai quelques éléments de chiffres et puis quelques éléments de réflexion. Et puis, quelques perspectives pour la filière. Et tous ces éléments-là, évidemment, seront disponibles en ligne a posteriori si vous voulez aller regarder les sources. Alors, l'histoire du photovoltaïque, c'est une histoire qui est à la fois relativement récente et qui accélère beaucoup. La découverte de l'effet photovoltaïque, on a fêté les 150 ans il n'y a pas très longtemps, c'est dû à Edmond Becquerel. Edmond Becquerel, c'était le fils d'Antoine, le père d'Henri, le grand-père de... non, le fils d'Antoine, le père de Henri Becquerel et le grand-père de Louis, qui était un spécialiste de relativité. Donc, il s'inscrit vraiment dans une grande dynastie, on va dire, de recherche française. Et Edmond Becquerel découvre la création d'une tension électrique quand il illumine une lame de platine sur laquelle il a déposé du chlorure d'argent. Edmond Becquerel s'est intéressé de façon générale à l'interaction entre la lumière et la matière. C'est un des premiers inventeurs de la photographie couleur. Malheureusement, la découverte qu'il fait en 1939 de l'effet photovoltaïque est assez peu diffusée et elle est redécouverte. L'effet photovoltaïque est redécouvert dans un autre système, avec du sélénium cette fois-ci, quelques années plus tard, outre-Atlantique. Le premier usage, on va dire, avec perspective commerciale du photovoltaïque, c'est presque un siècle plus tard, au Bell Labs, et c'est une découverte fortuite de la photoréponse d'un morceau de silicium dopé. Et on sent à ce moment-là le lien entre la recherche sur le photovoltaïque et la recherche sur la microélectronique. L'intérêt du Bell Labs à l'époque pour travailler sur du silicium, c'était d'essayer de trouver une façon de faire des transistors avec autre chose que des lampes.
Et donc, par chance, un échantillon contaminé par des impuretés se trouve avoir une photoréponse qui ressemble à celle rapportée dans le sélénium quelques décennies plus tôt. Il faut que quelques années ensuite pour que le Bell Labs arrive à un premier dispositif commercial de cellules solaires à peu près 6% de rendement. Alors, vous voyez la pub, la première pub pour un panneau solaire, ça ressemblait à ça, en 1956, avec un monsieur en costume avec un bâton. Là, on sent qu'il est prêt à taper sur le panneau pour voir comment ça marche. C'est un échec parce que c'est beaucoup, beaucoup trop cher à l'époque de réussir à alimenter les usages domestiques avec des cellules solaires. Les cellules ne marchent pas suffisamment bien, elles coûtent trop cher à produire. Bref, ça ne marche pas pour les applications terrestres, mais c'est intéressant pour les perspectives spatiales où le coût n'est pas du tout déterminant de la même manière. Et les premiers panneaux solaires réellement utilisables sont mis sur le premier satellite américain qui s'appelle Vanguard, à peine 4 ans après ces premières cellules à quelques points de rendement. On est déjà ici passé la moitié du XXe siècle, et donc c'est sur les 50 dernières années, les 60 dernières années que les choses accélèrent vraiment très vite dans le domaine du photovoltaïque. Je vous mets ici deux graphes, le graphe de la réduction des coûts de production du photovoltaïque. On en rediscutera un petit peu plus tard de ce qu'il représente réellement. Ce qui me semble intéressant à voir, c'est qu'à périmètre constant, entre les années 70, c'est-à-dire à peu près cette période-là, et aujourd'hui, les coûts de production du photovoltaïque ont été divisés par un facteur à peu près 500. Et en parallèle, il y a une augmentation exponentielle, littéralement, c'est-à-dire que si on le trace en log, on peut vraiment faire passer une ligne droite, une augmentation de la quantité de solaire installée dans le monde. Alors, cette évolution-là, elle a l'air continue relativement, on va en discuter. En réalité, il y a des points de rupture. Et en particulier, il y a un point de rupture qu'on perçoit ici sur cette courbe, qui est le tournant des années 2000, où il y a une tension sur l'approvisionnement du silicium. Jusque-là, essentiellement, le silicium, on va discuter de pourquoi c'est du silicium, le matériau utilisé pour faire les cellules solaires venait principalement des rebuts de la microélectronique. Je vous ai dit le lien entre ces deux industries. À partir des années 2000, la demande de matériaux pour le solaire devient trop grande pour se contenter des rebuts de l'électronique. Il y a une tension sur l'approvisionnement. C'est à ce moment-là que commencent à émerger de façon plus forte d'autres technologies, et en parallèle que la Chine se lance vraiment très fort dans l'aventure, crée une filière de production dédiée qui va très largement récupérer la production au niveau du matériau historique. Où est-ce qu'on est aujourd'hui dans le photovoltaïque? Après cette courte rétrospective, on a à peu près 1 terawatt de puissance installée. Ça veut dire que si toutes les installations photovoltaïques marchaient simultanément à la puissance maximale qu'elles sont capables de produire, il y aurait 1 terawatt de puissance produite qui serait répartie essentiellement entre un tiers installé en Chine, 15% en Europe, et puis vous avez ici la répartition sur plus de 15% si on compte avec l'Allemagne ici, en Europe, puis vous avez la répartition dans le reste du monde. En France, on est à peu près à 12 gigawatts installés en 2021. Si vous regardez non pas la puissance installée, mais l'énergie réellement produite, les panneaux ne fonctionnant pas toujours à leur puissance maximale, mais avec un facteur de charge, c'est-à-dire un ratio entre la puissance maximale et la puissance moyenne qui est de l'ordre de 12 à 15%, alors au niveau du monde, on a produit à peu près 1000 TWh sur l'année 2021, c'est à peu près 3-4% du total de l'électricité produite dans le monde. En France, on est à 14 gigawattheures, 3% du total. Vous voyez qu'on n'est pas nécessairement aussi en retard que ce qu'on veut bien dire sur la question. Ça se discute en tout cas. En termes de technologie et de matériaux, ce qui est montré sur ce graphe ici, c'est le volume d'installation en fonction des différentes technologies. Le bleu, que ce soit bleu foncé ou bleu clair ici, ce sont deux formes de silicium. Je vais assez largement les mélanger et pas faire la différence. Donc, vous voyez que 95% du marché, c'est un matériau. Et on va discuter ensemble de pourquoi c'est ce matériau qu'on utilise pour faire du photovoltaïque. Et dans les 5% restants, il y a 4% d'une technologie qui est à base de cadmium de tellure. Et puis le reste des technologies qui se partagent les 1 point qui restent. Ça, c'est une évolution de la chaîne de valeur. Je vous ai dit que dans le tournant des années 2000, la Chine devenait très majoritaire sur la production du photovoltaïque. La Chine, c'est les barres rouges ici. Ce que je compare, c'est entre 2010 et 2021. La part de la production chinoise et puis le reste du monde sur la création du matériau purifié, le silicium, sur la création des plaquettes de silicium, sur la création de la transformation de ces plaquettes en cellules, sur l'assemblage de ces cellules en modules,
et sur l'installation des modules sur le territoire national. On va reprendre tous ces mots et ils vont faire plus de sens, vous verrez graphe plus tard. Vous voyez en tout cas qu'aujourd'hui, la production est très largement dominée par la Chine. Qu'est-ce qu'il s'agit de garder de ces chiffres-là? Il s'agit de se dire, aujourd'hui, le photovoltaïque, ça représente une fraction faible mais significative de l'électricité mondiale. C'est plus négligeable, alors que ça l'était il n'y a pas très longtemps. C'est une technologie qui est principalement à base de un matériau, et c'est une technologie qui est principalement fabriquée en Chine. Ça, c'est l'état actuel des choses. Et puis, on va discuter plus tard de quelles sont les perspectives d'évolution à partir de là. Mais avant de voir ces perspectives-là, je voudrais prendre le temps de discuter davantage de comment ça marche une cellule solaire pour comprendre pourquoi ce sont ces choix industriels qui ont été faits et éventuellement lesquels on peut relâcher. Alors, pour comprendre comment marche l'effet photovoltaïque, évidemment, il faut mettre les mains dans la lumière du soleil. Ce que je représente ici, c'est le spectre du soleil, c'est-à-dire la quantité de photons, de grains de lumière émises à différentes énergies ou dans différentes longueurs d'onde. Je représente ici la gamme d'énergie qui correspondent à la lumière visible, c'est les couleurs de l'arc-en-ciel. Puis vous avez des photons qui ont plus d'énergie que le violet, c'est l'ultraviolet, et puis ça continue. Puis vous avez des photons qui ont moins d'énergie que le rouge, c'est l'infrarouge, et ça continue. Je vais vous proposer une image d'une analogie mécanique, on va dire, pour comprendre comment est-ce qu'on convertit cette lumière en puissance électrique. L'analogie que je vous propose, c'est celle d'une maison qu'on essaye d'éclabousser. Alors, imaginez que les photons du soleil, ce sont des pierres qu'on lance dans une mare. Et en fonction de l'énergie de ces photons, on les lance plus ou moins fort. Si c'est des photons bleus, on les lance très fort. Si c'est des photons rouges, on lance la pierre pas fort. Cette pierre, quand elle tombe dans la mare, elle fait des éclaboussures, et les éclaboussures montent plus ou moins haut en fonction d'à quel point la pierre était énergétique. Si vous avez une pierre qui est lancée pile à la bonne énergie par rapport à la maison qui est à côté, vous avez des gouttes qui tombent pile dans la gouttière. Si vous lancez la pierre pas assez fort, vous ratez la goutte. Si vous lancez la pierre trop fort, ça monte sur le toit, puis ça ruisselle. Voilà du ruissellement qui marche, c'est-à-dire que ça dissipe de l'énergie. Vous accumulez l'eau dans la gouttière et vous utilisez cette eau qui tombe de la gouttière pour alimenter une turbine. Et ça va être votre production d'énergie, d'électricité. Qu'est-ce qui se passe si votre gouttière ici est très haut? Vous n'êtes pas sur une maison, vous êtes sur un immeuble. Alors essentiellement, vous avez très peu de pierres, c'est-à-dire très peu de photons suffisamment énergétiques pour générer des gouttes qui vont arriver jusque dans la gouttière. Donc, vous avez une turbine qui ne marche pas parce qu'il n'y a pas d'eau qui tombe dessus. Vous n'avez pas de courant électrique. À l'inverse, si vous avez un toit qui est très bas, vous allez récupérer toutes les gouttes, vous avez beaucoup d'eau qui coule, vous avez beaucoup de courant. En revanche, l'eau tombe de quelques centimètres de haut, ce n'est pas suffisamment haut pour entraîner la turbine. Autrement dit, vous avez du courant, vous n'avez pas de tension. Donc, vous n'avez pas de puissance électrique. Donc, cette image très simple vous dit qu'il va y avoir un optimum, un gap, une hauteur idéale qui va vous permettre de convertir au mieux l'énergie apportée par les pierres en électricité, c'est-à-dire en mouvement pour la turbine. Alors, ce que je vous ai raconté là de façon très simple, ça s'appelle la limite de Trivish-Flynn. Ça s'écrit comme ça en disant la puissance que vous récupérez, c'est la quantité de photons qui ont plus d'énergie que le gap, fois l'énergie du gap, qui correspond à l'énergie que vous récupérez pour chaque photon absorbé. Alors, si vous faites un modèle un tout petit peu plus raffiné maintenant avec un semi-conducteur, mais essentiellement, il s'agit de dire la même chose, vous dites, j'ai un matériau avec un gap, ce matériau est capable d'absorber les photons qui ont plus d'énergie que le gap, les électrons que j'amène dans la bande de conduction vont relaxer leur excès d'énergie cinétique et redescendre au niveau du bas de la bande, et puis j'extrais ces électrons. Alors, je n'arrive pas forcément à tous les extraire, il y en a un certain nombre d'entre eux qui vont recombiner directement, comme si la gouttière avait nécessairement des trous. Pour les extraire, il faut que j'arrive à les amener jusqu'au bout du matériau, donc il faut qu'ils puissent se transporter jusqu'au bout de la gouttière. Et puis, quand je les extrais, je peux les faire travailler au travers d'un circuit électrique et les réinjecter dans la bande de valence. Et vous avez exactement les mêmes ingrédients que ce que j'ai discuté plus tôt. Alors, avec un modèle un tout petit peu plus raffiné qui inclut une thermodynamique correcte, vous avez en réalité les pertes dont j'ai parlé précédemment, la perte par relaxation, la perte par non-absorption, puis une partie qui est convertie. Vous voyez qu'il y a des pertes supplémentaires que je n'ai pas évoquées. Je peux en discuter plus tard si vous avez des questions. Vous voyez que l'efficacité avec laquelle vous pouvez convertir la lumière en électricité, dans ce modèle qui est parfait, dépend uniquement du gap du matériau, et vous avez un rendement de conversion idéal autour de 30% pour un gap de à peu près 1 électronvolt. Donc ce petit modèle très simple, il vous dit que pour convertir de la lumière du soleil en électricité, compte tenu de la forme du spectre, c'est-à-dire de la distribution en énergie des photons, eh bien, vous devez utiliser un matériau qui a un gap quelque part dans cette zone-là, et si vous faites ça, vous pouvez espérer monter jusqu'à près de 30% de rendement. Alors si je vous montre ici, je zoome sur la partie bleue, je vous montre les différentes technologies qui existent dans le solaire. Vous voyez que évidemment, elles sont toutes localisées dans cette gamme de gaps. On pourrait faire des technologies solaires avec des gaps beaucoup plus grands ou beaucoup plus petits,
mais on serait fondamentalement limité en rendement. Et vous voyez que ce sont des technologies qui se rapprochent de la limite maximale théorique. Autrement dit, le modèle que je vous ai proposé capture bien les éléments fondamentaux qui font la conversion de l'énergie solaire. Et ce que ça vous dit, c'est que pour faire un cellule solaire dans la pratique, il faut que vous arriviez à absorber la lumière. J'ai supposé ici que l'absorption était parfaite. Tous les photons qui ont plus d'énergie sont absorbés. Il vous faut réussir à garder les électrons excités. Si les électrons retombent avant que vous les ayez extraits, évidemment, vous les avez perdus. Il faut réussir à faire en sorte que ces électrons bougent de là où ils ont été photogénérés jusqu'au bord du dispositif où vous pouvez les extraire. Et il faut réussir à faire ça de façon sélective. Si les électrons ont autant de chances d'aller à gauche qu'à droite, vous n'avez pas de raison d'avoir un courant qui en résulte. Donc, vous voyez ce modèle très simple, il vous dit les 4 éléments dont vous avez besoin pour faire une cellule solaire de façon fondamentale. Il vous dit pourquoi on utilise des matériaux dans cette gamme-là, et typiquement le silicium, et il vous dit quel rendement vous pouvez espérer atteindre. Alors, le silicium, il a plusieurs avantages dans ce qui nous intéresse. D'abord, il est proche de ce maximum, et puis c'était un matériau qui était déjà développé, je vous l'ai dit, pour l'industrie de la microélectronique. Autrement dit, on savait faire du silicium pur, avec des bonnes propriétés de transport électronique, et donc on avait déjà toutes les briques nécessaires pour lancer l'industrie du solaire. Où est-ce qu'on se place par rapport à ces valeurs-là dans les technologies réelles? Je vous remets ici le 30% de rendement qu'on a dérivé ensemble. Si on fait le calcul plus proprement pour le silicium, 95% du marché, je vais surtout parler de lui, on est en fait à 27%, pardon, on est en fait à 29% de rendement. Le maximum obtenu en laboratoire est à 27% par rapport à cette limite à 29-30. Autrement dit, on est quasiment à la limite théorique. Les panneaux que vous pouvez acheter dans le commerce sont à 22% de rendement aujourd'hui. Et puis, si vous voulez vous amuser à essayer de casser le modèle, vous pouvez dépasser cette limite, c'est possible, pas sur les structures aussi simples que ce que je vous ai montré, mais c'est envisageable. Le record du monde expérimental, c'est une espèce de monstruosité comme ça, avec 6 matériaux différents superposés les uns sur les autres. C'est une cellule qui fait à peu près la taille d'un ongle. Il y en a une dans le monde, c'est pour avoir le record du monde, et ça monte à 47% de rendement. Donc, on est officiellement en mesure de dire, on sait convertir la lumière du soleil à 47% d'efficacité en électricité. Alors, ça, c'est un graphe qu'on aime bien montrer dans le solaire. C'est l'ensemble des technologies du photovoltaïque. Je vous ai dit qu'il y en avait plein. Et c'est le record obtenu en laboratoire par technologie au cours du temps. Vous voyez que j'ai remis ici ma limite à 30%. Vous voyez que l'essentiel des technologies sont en dessous de cette limite. Vous comprenez pourquoi maintenant. Vous voyez qu'il est possible de passer au-dessus. Je redirai un mot un petit peu plus tard. C'est essentiellement il y a une technologie commerciale qui est capable de faire ça, qui est essentiellement destinée au spatial. Les autres technologies, c'est juste des résultats de laboratoire vraiment. Et ce qui va nous intéresser, nous, principalement ici, c'est la ligne du silicium qui commence ici dans les années 70 et qui grimpe de façon à peu près continue. Vous pouvez aussi repérer d'autres matériaux dont vous avez peut-être entendu parler. Il y a beaucoup d'intérêt en ce moment sur des matériaux dits perovskites. Peut-être que vous connaissez ça si vous avez entendu parler du solaire. C'est cette ligne ici qui a, vous le voyez, une progression absolument fulgurante, ce qui explique en partie l'intérêt qu'on lui porte et ce qui explique du coup qu'elle monte très très vite. Donc, il y a plein de choses dans le solaire, mais fondamentalement, toutes ces technologies partagent le même mode de fonctionnement que celui que je vous ai présenté. Donc, si vous avez compris ce qu'on a discuté jusque-là, au fond, vous savez comment marchent toutes ces technologies, quelle que soit leur spécificité. Je vais vous raconter maintenant comment est-ce qu'on crée ces matériaux. Je vous ai présenté les concepts nécessaires à convertir la lumière du soleil en électricité. Je voudrais passer maintenant à la partie plus technologique de savoir comment on les réalise, ces dispositifs. Alors, l'élément de base, alors je suis désolé pour ceux d'entre vous qui sont en ligne, il y a un petit bonus à être dans la salle, si vous pouvez venir voir à la fin les objets que je vous montre. Ça, c'est un morceau de quartz. Ça ressemble à ça, un peu. C'est un galet quartzeux. Le matériau de base pour faire du silicium dont on va se servir pour faire des cellules, c'est essentiellement du SiO2, de l'oxyde de silicium. Et ça, c'est extrêmement présent sur Terre. Le silicium, c'est près de 30% de la masse de la Terre. Autrement dit, on est littéralement debout, là, moi, assis, vous, sur une boule de silicium. Le silicium, à l'état naturel, il a tendance à être oxydé par la présence de l'oxygène, autre matériau très, très présent, pas seulement dans l'atmosphère. Et donc, pour réussir à convertir ce quartz en silicium pur, il faut réussir à retirer l'oxygène qui est attaché au silicium. On fait ça principalement par carboréduction, c'est-à-dire qu'on mélange le quartz avec du charbon, et en chauffant, l'oxygène préfère s'accrocher au carbone que de rester avec le silicium. On récupère donc d'un côté de l'oxyde, du monoxyde ou du dioxyde de carbone, et de l'autre côté, du silicium pur à un peu plus de 99%.
Les émissions, donc quand vous faites ça, vous produisez évidemment des molécules de CO2, ce qu'on appelle les émissions directes, qui sont à peu près 10% des émissions totales du photovoltaïque. Ce silicium pur à 99%, il n'est pas du tout assez pur pour le photovoltaïque. Les impuretés, en particulier, sont responsables de la recombinaison des électrons. Et si les électrons recombinent, vous ne pouvez pas les sortir, vous les perdez, donc vous n'avez pas une bonne conversion. Ce silicium-là, on s'en sert pour faire des alliages, pour éventuellement des propriétés métallurgiques, mais il n'est pas suffisamment de bonne qualité pour les applications qu'on veut en faire. Donc la deuxième étape de purification s'appelle le procédé de Siemens. Ça consiste à dissoudre ce silicium dans du chlore et de l'hydrogène pour faire du trichlorosilane sous forme gazeuse. Ce trichlorosilane, on l'injecte dans une chambre sous vide où est présent un filament ici qu'on chauffe à des assez hautes températures, un peu plus de 1000 degrés. À proximité du filament, la molécule de trichlorosilane se dissocie et vous récupérez du silicium accroché au filament et de l'acide chlorhydrique qui s'évacue. Vous avez donc au bout du compte ces rods de silicium qui se sont redéposés sur les fils. Vous les cassez et vous obtenez ce genre de choses. Ça, c'est typiquement une pépite ou un morceau, on va dire, de silicium ultra pur. Alors, il était ultra pur, évidemment, avant que je mette mes doigts dessus. Ultra pur, ça veut dire à peu près une impureté pour 10 millions d'atomes de silicium, ce qu'on appelle 7N. Et donc, c'est pur à tous ces 9%. Et ça, c'est typiquement le genre de matériau dont on va se servir pour faire de l'électronique ou des cellules solaires. Alors, une fois que vous avez votre silicium pur, il s'agit d'en faire des cellules solaires à proprement parler. Ça se passe en deux étapes. La première consiste à produire un lingot à partir du silicium et la deuxième à découper ce lingot en cellules. Pour faire le lingot, il y a deux façons de faire essentiellement. La première consiste à faire fondre le silicium. Une fois que vous avez du silicium fondu, il s'agit de réorganiser ce liquide quand il se cristallise sous une forme cristalline. Pour faire ça, on descend dans le silicium fondu un germe, c'est-à-dire un tout petit cristal de silicium déjà bien organisé, et puis on tire le germe lentement en tournant, et en faisant ça, on entraîne le silicium, comme quand vous mettez le doigt dans l'eau et que vous le tirez, vous avez un peu d'eau qui suit le doigt au départ. Et si vous faites ça assez lentement, le silicium va cristalliser, et en cristallisant lentement, il va suivre l'ordre cristallin de ce qui est au-dessus de lui. Et donc progressivement comme ça, vous tirez un lingot, ça prend de l'ordre de quelques jours, et vous arrivez à faire un lingot comme ça, de plus de 2 mètres de haut, qui est essentiellement un seul monocristal tout du long. Ensuite, il s'agit de le découper. Alors, vous voyez que le lingot, il est rond, et si vous voulez paver un module, vous avez plutôt envie de quelque chose qui est carré. Ça, c'est un vieux problème de trigonométrie, vieux comme les Grecs. Comment est-ce qu'on fait des ronds avec des carrés? Alors, vous auriez l'option qui consisterait à découper le carré contenu dans le cylindre, mais si vous faites ça, vous perdez toute la matière sur le côté. Vous avez l'option qui consisterait à quasiment pas le découper, mais dans ce cas-là, vous avez des ronds, et ça, c'est pas pratique pour faire un module. Donc, c'est une option un peu intermédiaire qu'on met en œuvre et qui va se traduire par le fait que vous avez sur des cellules monocristallines des coins ici qui ne sont pas parfaitement carrés. Ça, c'est le vestige, on va dire, du cylindre d'où vient la cellule au départ. Vous avez une autre option qui vous permet d'avoir des formes plus pratiques, mais pas une qualité cristalline identique, qui consiste à faire fondre le silicium dans un creuset, à laisser le silicium cristalliser tout seul, plus exactement, on tapisse le creuset de cristaux et on laisse cristalliser à partir de là. Et là, vous avez un silicium qui est dit multicristallin, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs domaines cristallins de l'ordre du centimètre qui se forment, plutôt que d'avoir un seul cristal. C'est d'une moins bonne qualité. L'avantage, c'est que vous pouvez le faire directement au format de pavé, et donc c'est beaucoup plus facile à découper ensuite. Vous avez à présent vos wafers, donc c'est-à-dire vos plaquettes de silicium, qui sont suffisamment épaisses pour réussir à absorber la lumière du soleil. Ça veut dire typiquement 150 microns d'épaisseur, ce qui est plutôt épais, parce que le silicium, c'est un mauvais absorbeur au demeurant. C'est un bon conducteur, mais c'est un mauvais absorbeur. Personne n'est parfait. Il s'agit maintenant de réussir à convertir cette cellule, enfin cette plaquette, en cellule, c'est-à-dire à lui faire développer les fonctions qu'on a vues tout à l'heure. Elle est capable d'absorber la lumière, très bien. Maintenant, il faut faire en sorte que les électrons aient peu de chances de se recombiner. Donc ça, il s'agit de passiver les surfaces. Il faut faire en sorte que les électrons puissent facilement traverser le silicium. Ça, c'est lié à la qualité du matériau. Et puis, il faut faire en sorte que les électrons aillent dans un sens plutôt que dans un autre. Autrement dit, il va falloir créer une espèce d'asymétrie, quelque part, dans le dispositif.
Alors, on part du wafer, on va améliorer un tout petit peu ses propriétés optiques en le texturant. C'est-à-dire qu'on va, en surface, venir attaquer le silicium de façon à créer des toutes petites pyramides en surface qui font en sorte que la lumière, quand elle arrive, si elle doit être réfléchie, au lieu de repartir là d'où elle vient, elle va être réfléchie vers une autre pyramide qui a une chance de réussir à l'absorber. Ensuite, on dope le silicium en surface, c'est-à-dire qu'on va faire rentrer quelques atomes de phosphore sur les quelques centaines de nanomètres les plus en surface de la cellule pour créer la symétrie dont je vous ai parlé tout à l'heure. On va déposer sur cette surface ensuite du nitrure de silicium qui sert de couche anti-reflet. Le silicium, vous l'avez vu dans ma main tout à l'heure, ça a une apparence métallique. Autrement dit, c'est quelque chose qui a tendance à bien réfléchir la lumière. Si vous voulez que la lumière arrive à rentrer dans le matériau, une astuce consiste à déposer une couche anti-reflet, le même genre que vous avez sur les lunettes, qui va minimiser la quantité de lumière que vous perdez simplement parce qu'elle n'arrive pas à rentrer dans le matériau. Il s'agit ensuite de venir déposer des contacts métalliques qui vont permettre d'extraire les électrons que vous avez générés dans le dispositif. On retrouve exactement les 4 ingrédients dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et vous avez au bout du compte votre cellule solaire. Alors vous avez ici 2 formes. Est-ce que vous saurez reconnaître la multicristallin et la monocristallin? Normalement oui. La monocristallin, c'est celle qui a ici les coins un peu coupés. La multicristalline, on voit un peu les domaines cristallins et elle a les coins carrés. Alors pour être parfaitement honnête, on est capable aujourd'hui, on est tellement efficace sur la production du silicium que certains producteurs font des cellules carrées en monocristallin. Mais si vous avez des coins coupés comme ça, vous êtes sûr que c'est du mono. Ça, c'est une cellule. Une cellule, à elle toute seule, elle est capable de vous produire quelques ampères de courant électrique avec une tension qui dépend du gap du matériau. C'est du silicium. Ça va donc être une tension de l'ordre de quelques centaines de millivolts, 0,7 un peu plus millivolts. Pour faire un panneau solaire maintenant, il s'agit d'assembler ces cellules ensemble. Dans un panneau, vous avez en général entre 60 et 72 cellules qui sont connectées. Donc, vous les connectez les unes aux autres en série, c'est-à-dire que vous connectez le dessus d'une cellule au-dessous de la cellule qui suit, etc., etc., etc. Et donc, vous additionnez comme ça les tensions produites par chacune de ces cellules en gardant un courant constant. Il s'agit de faire en sorte que ce module dure le plus longtemps possible. Pour faire ça, on encapsule le module, c'est-à-dire qu'on le coince entre 2 couches de plastique, typiquement de l'EVA. On met au-dessus de ce plastique un verre qui va protéger le module mécaniquement contre les contraintes extérieures, la grêle et ce genre de choses. On attache l'ensemble avec un cadre en aluminium. À l'arrière, on n'a pas nécessairement besoin que ce soit transparent, donc on met une feuille de plastique également, plus épaisse. Et puis, on a une boîte qui permet de récupérer les contacts électriques qui sortent des cellules et de relier ça à des câbles pour relier ensuite ce panneau au réseau dans lequel vous voulez l'injecter. Alors, voilà à quoi ça ressemble au bout du compte. Maintenant, la prochaine fois que vous croisez un panneau solaire dans la nature, vous saurez, en le regardant, de quelle technologie il s'agit. Et je montre juste ici un développement industriel qui est vraiment en train de se répandre, qui est d'utiliser des cellules coupées en deux. On appelle ça des panneaux half-cut, pour des raisons assez évidentes. Vous reconnaissez que ce sont des cellules monocristallines qui ont été coupées ici. Ça permet de travailler avec des courants plus faibles et des voltages plus élevés, ce qui réduit tout un certain nombre de dégradations et de pertes au sein du panneau. Je pourrais vous donner un peu plus de détails si vous le souhaitez. Alors, un mot sur l'opération des panneaux, parce que là, c'est le panneau parfait qui sort d'usine. On lit des choses comme ça de temps en temps, régulièrement l'été, on vous dit « Ouh là là, il fait chaud », et quand il fait chaud, les panneaux ne marchent pas. Bon, c'est une opinion, hein, comme c'est écrit. C'est pas à proprement parler représentatif de la façon dont fonctionne l'industrie. Bien sûr qu'un panneau, quand vous le mettez au soleil, il chauffe, comme toute surface noire. Le fait qu'il chauffe est compris dans son fonctionnement normal. S'il chauffe plus que sa température nominale, c'est vrai qu'il va perdre en rendement. C'est donné dans les caractéristiques du panneau. Typiquement, un panneau perd d'ordre de 0,37, 0,3-0,4% relatif par degré. Autrement dit, si vous avez un panneau qui fonctionne à 20% de rendement dans les conditions habituelles, et s'il fait très très chaud, que votre panneau il est 20 degrés plus chaud, vous passez de 20% de rendement à 18,5. De là à dire que le panneau ne marche pas, il y a peut-être un petit peu de marge. Un mot aussi sur la dégradation des panneaux, parce qu'il ne s'agit pas que le panneau marche très bien à la sortie d'usine, il s'agit qu'il marche très bien longtemps.
Je rajouterai les références de cette publication qui regarde dans différents environnements, parce qu'évidemment, la dégradation dépend fortement de l'environnement. Comment se dégrade le rendement du panneau au cours du temps. Chaque point ici, c'est une méta-analyse. Donc, c'est pour vous montrer que c'est vraiment sur un échantillon assez large de données expérimentales. Vous voyez que les valeurs typiques, c'est quelque part entre 0,5 ici et 1% de valeur de perte relative par an. Je vous montre ici ce que ça représente. Si vous commencez à 22% de rendement et que vous perdez 0,5 par an, au bout de 30 ans, vous êtes passé de 22 à 18 à peu près. Et si vous êtes à 1% par an, vous êtes passé de 22 à peu près 15% de rendement. Autrement dit, au bout de 30 ans, votre panneau, s'il n'a pas eu de panne dramatique, si c'est juste la dégradation du panneau, il continue de fonctionner de façon tout à fait correcte. Et ces valeurs-là, typiquement, sont les valeurs qui sont garanties par les constructeurs. Donc, l'espérance de vie d'un panneau, on considère typiquement que c'est de l'ordre de 25 à 30 ans. Et cette notion, elle est importante pour discuter des coûts, évidemment, parce que les coûts de production doivent être mis en regard de ce que le panneau est capable de faire sur sa vie. Et donc, pour ça, il faut avoir une notion de combien de temps il est capable de vivre. Alors, au niveau des coûts, je vais vous donner des chiffres, mais surtout, je voudrais discuter avec vous des périmètres sur lesquels on les calcule, ces coûts. Voilà le graphe que je vous ai montré au départ, qui est un graphe qu'on croise beaucoup dans le photovoltaïque, qui est un graphe vraiment intéressant et qui vous dit le coût de production ou le prix de vente, qui est évidemment lié au coût de production, des modules au cours du temps, en fonction de la quantité de modules produits. Donc, c'est ce qu'on appelle une courbe d'apprentissage. Plus vous faites des modules, mieux vous savez les faire. Si ça vous coûte moins cher de les produire, ils marchent mieux, donc ça vous coûte de moins en moins cher. Le premier point ici, c'est la fin des années 70. On est à un peu plus de 100 $ du watt. C'est le moment où on commence à se poser la question des rendements commerciaux. Aujourd'hui, on est de l'ordre de 0,25 centimes du watt. Donc, vous voyez que c'est vraiment une progression qui est spectaculaire, avec ici cette petite bosse qui est liée à la tension sur le silicium, le déplacement de la production en Chine, et puis la suite de la courbe d'apprentissage. Mais ça représente ce que ça vous coûte de faire le panneau en sortie d'usine. Qu'est-ce qu'il y a dans ce coût? Il y a ce que ça vous coûte de faire le silicium, il y a ce que ça vous coûte de découper le silicium en plaquettes, il y a les métaux que vous allez rajouter sur le silicium, il y a l'ensemble des autres coûts liés à la production des cellules. Donc, vous voyez que la partie vraiment cellule à proprement parler, c'est un peu moins de la moitié. Ensuite, vous avez un coût pour les matériaux du module, c'est-à-dire le verre, le plastique, l'aluminium. Vous avez le coût d'assemblage de l'ensemble de ces dispositifs. Et puis, vous avez la différence entre le coût et le prix de vente des modules. Ça, c'est le prix auquel vous achetez votre produit. À ça, il faut rajouter le prix de l'installation. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir le panneau, il faut encore que ce panneau il soit posé quelque part, raccordé pour pouvoir fonctionner. Donc, la part du panneau en lui-même, si vous voulez, c'est quelque part entre 10 et 30% du prix de l'installation, auquel il faut rajouter l'électronique, le reste de la structure, la main-d'œuvre pour l'installation, les taxes et les frais de raccordement, et puis éventuellement les marges et les frais liés à l'installation. Là, vous avez un panneau qui est posé quelque part, il n'a encore rien produit, il est juste posé. L'ordre de grandeur pour le coût de l'installation, je trouve qu'il est assez facile à retenir. Il vous faut à peu près 1 hectare de surface pour avoir une installation qui est capable de produire 1 mégawatt quand elle est illuminée par un rayonnement solaire de 1000 watts par mètre carré. Ça vous coûte à peu près 1 million d'euros et ça va vous générer à peu près 1 gigawattheure par an. C'est les ordres de grandeur. Il peut y avoir un facteur 1,5 pour corriger les choses. Mais voilà, je trouve que ça se retient assez bien. Si ce qui vous intéresse, c'est le coût de production de l'électricité, il ne faut pas juste connaître le coût de l'installation. Il faut savoir cette installation, pendant combien de temps elle va produire. Et là-dedans, qu'est-ce que ça va vous rajouter en coût pour maintenir le panneau, venir le nettoyer, gérer l'électronique, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle le LCOE, le coût actualisé de l'électricité, qui est une métrique extrêmement utilisée, mais qui a aussi ses limites. Et en particulier, le réseau de transport électricité, qui est notre gestionnaire et notre planificateur du réseau électrique en France, insiste sur l'importance de considérer pas juste ce coût qui est au fond le coût de production d'une unité d'électricité solaire, mais de considérer un coût réseau, un coût général, en se disant il ne s'agit pas juste de mettre des panneaux solaires, il va s'agir aussi de changer le réseau dans lequel ils s'intègrent. Il faut que ces coûts apparaissent aussi quelque part
quand on envisage le solaire. Cela dit, le LCOE, ça reste l'indicateur le plus utilisé aujourd'hui, donc c'est intéressant de comparer le LCOE du solaire aux technologies conventionnelles, d'autant plus que, ça c'est les chiffres récents, vous voyez que le solaire photovoltaïque est tout à fait compétitif, surtout s'il est installé sur des fermes, c'est-à-dire en grande surface, par rapport à d'autres technologies conventionnelles thermiques. Il faut bien se rappeler qu'il y a quelques décennies à peine, on disait que le solaire ne serait jamais compétitif, que ce ne serait jamais plus que l'épaisseur du trait, etc. Donc on peut dire aujourd'hui que le LCOE, ce n'est pas le bon indicateur, mais on disait hier que de toute façon, même sur cet indicateur-là, le solaire ne serait jamais au niveau. Aujourd'hui, il l'est. L'IEA considère, l'Agence internationale de l'énergie, considère que dans certaines conditions, le solaire est aujourd'hui la forme de production d'électricité la moins chère quand il s'agit de développer de nouvelles installations. Il faut, comme exemple, de dire le LCOE, ça ne suffit pas pour réfléchir à ce que vous payez en tant que consommateur d'électricité, c'est-à-dire le prix de l'électricité. Il faut se rendre compte qu'aujourd'hui en France, le prix de production, c'est à peu près un tiers du total, auquel il faut rajouter le coût d'acheminement et les taxes et contributions. Donc vous voyez qu'au bout du compte, le module, c'est-à-dire la partie vraiment active, et voire plus encore les cellules, qui sont le moteur du panneau solaire, c'est moins de 10% du prix final de l'électricité que vous consommez. Je trouve que c'est une perspective intéressante à avoir en tête quand on se demande où est-ce qu'on produit ces cellules et qu'on se dit on les fait en Chine parce que c'est moins cher. On est en train de réduire ce coût-là sans forcément toucher beaucoup, au bout du compte, à ce coût-ci, qui est peut-être celui qui nous intéresserait le plus quand on y réfléchit. Un mot sur les enjeux environnementaux qui sont évidemment cruciaux. Ça, c'est l'évolution de la consommation énergétique pour produire un panneau. Pour faire un panneau, il vous faut de l'énergie. Combien il vous faut d'énergie pour faire un panneau? Ben voilà comment ça se répartit, voilà comment ça évolue. Aujourd'hui, entre le monocristallin et le multicristallin, en comparant entre 2015 et 2020, la quantité d'énergie qu'il vous faut pour faire un panneau, c'est à peu près la quantité d'énergie que le panneau va produire en un an s'il est installé en France. Il faut comparer ça aux 25 ans de durée de vie du panneau. Je suis ici uniquement sur le périmètre panneau, pas sur le périmètre installation, pas sur le périmètre réseau. Tous les périmètres ont leur pertinence, il faut juste être d'accord duquel on est en train de parler. Voilà un mot aussi sur les émissions en termes de CO2 de la même manière. Et donc, à partir de là, on peut se ramener à une comparaison avec les autres sources d'énergie. On parle beaucoup matériaux, ressources, terres rares. Je vous ai fait la liste de courses complète. Qu'est-ce qu'il faut que vous achetiez si vous voulez faire un panneau solaire? En termes de masse ramenée à la production d'énergie, vous voyez que l'essentiel de la masse du panneau, c'est l'acier qu'il faut, l'acier et le béton qu'il va vous falloir pour l'installation. C'est ensuite le verre qu'il va vous falloir pour le cadre. C'est ensuite du plastique et de l'aluminium. Donc tout ça, c'est les coûts des modules. La quantité de matériaux pour les cellules à proprement parler, c'est principalement du silicium. On a dit qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de difficultés d'approvisionnement là-dessus. L'argent, qui est peut-être plus critique au fond que le silicium. Et vous avez des matériaux plus exotiques. Aujourd'hui, les panneaux sont principalement dopés au bord. Il y a une évolution vers du gallium, mais avec des quantités qui restent extrêmement faibles par panneau. Alors, vous pouvez multiplier ça ensuite par la quantité de panneaux dont vous avez besoin pour vous faire une idée. Je vous représente ici la répartition des matériaux dans un panneau en fonction de leur poids, ce qui est à peu près ce que j'ai indiqué ici, ou en fonction de leur valeur. Typiquement, le verre pèse beaucoup, ne représente pas forcément beaucoup du prix du panneau. Cette perspective-là de la différence entre le poids et la valeur est importante quand on parle de recyclage. On dit aujourd'hui qu'un panneau est recyclable à plus de 95%, c'est vrai, principalement en masse. Et qu'est-ce qu'on recycle quand on recycle 95% de la masse du panneau? On recycle le verre, on recycle le cadre en aluminium, on recycle le plastique ou on le brûle pour faire de l'énergie. Et aujourd'hui, les cellules, principalement, elles sont broyées et downcyclées. On s'en sert soit pour éventuellement de la métallurgie, soit pour du remblai de BTP. Donc, il y a un vrai enjeu à améliorer cette industrie du recyclage, d'autant que, rappelez-vous que les panneaux ont à peu près 25 ans de durée de vie, l'exponentielle augmente de façon vraiment significative. C'est exponentiel, hein, c'est exponentiel depuis le début, mais on sent le décollage autour des années 2000, c'est-à-dire il y a à peu près 22 ans. Donc, le volume de panneaux qui vont arriver en fin de vie va lui aussi croître exponentiellement avec un décalage de 25 ans. Donc, il y a un vrai enjeu à développer cette filière. C'est en cours de développement. La première centrale, première usine en Europe et à ma connaissance au monde qui est dédiée au recyclage des panneaux solaires a ouvert en France.
Et il y a une perspective vraiment stimulante, on va dire, en Allemagne, dans cet institut-là, le Fraunhofer, qui a réussi à partir de cellules recyclées, donc en prenant des vieilles cellules, en broyant le silicium, en le repurifiant, ils ont réussi à refaire une cellule à peu près au même rendement de conversion que la cellule initiale. Donc ça, c'est un résultat qui date de cet été et qui est assez réjouissant dans la perspective du recyclage des cellules. Il me reste 5 minutes pour conclure sur des perspectives. J'ai 4 perspectives, ça va me prendre 4 minutes, 1 minute par perspective. C'est quoi les perspectives pour le solaire demain? Alors, les prédictions, c'est toujours difficile, surtout quand elles concernent l'avenir. En fonction de vos auteurs préférés, vous pouvez considérer que ça vient de Niels Bohr ou de Pierre Dac. Ce que je vous montre ici, c'est les prévisions au cours du temps de la production, de l'installation de nouveaux panneaux solaires, tels que formulés par l'IEA. La courbe noire, c'est ce qui s'est vraiment passé. Les courbes de couleur, c'est ce que l'IEA disait qu'il allait se passer dans le futur. Vous voyez que l'IEA a systématiquement sous-estimé la croissance solaire en considérant en gros qu'on allait installer l'année prochaine autant que ce qu'on avait installé l'année en cours. Et puis en fait, d'année en année, ça a augmenté. C'est le principe d'une exponentielle. L'IEA, néanmoins, considère que d'ici 2050, le solaire, ce sera à peu près un tiers de la production d'électricité au niveau du monde, dans le scénario net zéro, qui est celui qu'il faut viser. Ça veut dire à peu près 1 terawatt de solaire installé tous les ans, à la fin de l'échéance. Je vous rappelle qu'un terawatt, c'est la puissance totale qui existe aujourd'hui, c'est-à-dire la puissance totale qu'on a installée depuis le début de l'humanité. Il faut réussir à faire à peu près la même chose tous les ans, d'ici 2050, quand on sera en 2050. Et ça nécessite, d'ici 2050, de multiplier par à peu près 25 la production du photovoltaïque. Au niveau français, RTE toujours propose dans ses scénarios une augmentation du solaire quelque part entre x7 et x20 en fonction de la part essentiellement du nucléaire. Donc je crois qu'il ne s'agit vraiment pas ici d'opposer les technologies des unes aux autres, d'une façon ou d'une autre, même dans les perspectives les plus nucléarisées, on va dire, de RTE, qui fonctionnent dans le cadre imposé par la stratégie nationale bas carbone, on est déjà à x7 sur le solaire. Donc, de toute façon, il y a un enjeu de développement massif du solaire à venir. Et ça, c'est évidemment en ayant inclus déjà la sobriété et l'efficacité qui permet de réduire la consommation des usages existants et en passant à l'électrification d'usages qui aujourd'hui sont exclusivement carbonés. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de défis pour la filière? Ça veut dire faire en sorte que l'industrie soit capable de passer à cette échelle-là. Ça nécessite de se poser des questions en termes de est-ce qu'on est capable de produire suffisamment de panneaux solaires? Est-ce qu'on est capable d'anticiper l'ensemble du cycle de vie de la cellule? Comment est-ce qu'on fait de l'éco-design de cellules pour anticiper le fait que ces panneaux vont devoir être démantelés et recyclés en fin de vie? Si vous avez des plastiques qui collent aux cellules d'une manière que vous n'arrivez pas à les retirer, par exemple, c'est plus difficile de recycler. Et ça doit s'anticiper dans la création des modules. Il y a un enjeu évidemment à relocaliser la production. Je vous ai montré ici à quel point l'intégralité de la chaîne de valeur était passée en Chine. On se rend compte un peu tardivement peut-être qu'il y a un enjeu à ce que cette production soit sur sol européen. On se demande quels outils existent pour ça. L'IPVF est très impliqué dans ces questions. Et puis, il s'agit de considérer la filière de façon intégrée, c'est-à-dire pas juste la production des modules, mais aussi la question des installations, aussi la question des maintenances. Si on veut éviter les problèmes qu'on connaît avec, par exemple, l'isolation à 1 euro, qui a vu apparaître toutes sortes d'offres sauvages plus ou moins efficaces sur le plan de la transition énergétique, il faut se poser le même genre de questions pour la filière solaire au moment où on va se faire démarcher de façon un peu plus systématique. On va vous vendre que si vous pouvez installer des panneaux dans votre jardin sous les arbres. Comment est-ce qu'on fait pour éviter ce genre de problème? Deuxième défi, continuer à gagner en rendement sur les panneaux. Voilà une question. Imaginez, vous pouvez acheter, c'est le cas aujourd'hui, il n'y a pas besoin de l'imaginer très fort, vous pouvez acheter dans le commerce un panneau à 20% de rendement pour 20 centimes du watt. Ça, vous pouvez l'acheter. Moi, je vous propose de vous offrir gratuitement, ça me fait plaisir, un panneau à 10% de rendement, gratuit. Lequel des deux est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez payer pour avoir un panneau qui marche mieux ou est-ce que vous préférez avoir un panneau qui marche moins bien, gratuit? Alors, la question n'est pas forcément facile. Ça dépend de quel est votre objectif. Après tout, peut-être que vous êtes très content avec un panneau à 10% de rendement et que vous n'avez pas besoin de plus que ça. Mais si votre perspective, c'est de produire de l'électricité la moins chère possible, il faut comparer ce prix au coût de l'installation. Parce que de toute façon, une fois que vous avez votre panneau, que vous l'ayez payé ou que vous l'ayez gratuitement, c'est vous qui allez payer les travaux de terrassement, la main-d'œuvre, le raccordement, etc., etc.
Et ça vous dit que, en réalité, mon panneau a 10% de rendement, compte tenu des prix d'installation qui sont de l'ordre de 40 € par mètre carré, typiquement au sol. 10% de rendement, il vaut mieux pas le prendre. Il vaut mieux que vous achetiez un panneau qui va marcher mieux et qui va vous permettre de mieux rentabiliser les travaux que vous allez faire. Autrement dit, il y a un vrai enjeu à gagner en rendement sur les cellules. Et je vous ai dit que sur les cellules simples, on était déjà quasiment à la limite. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? La stratégie qui est la plus considérée consiste à superposer des matériaux. Imaginez que sur le toit de la maison, il y ait deux gouttières. Une tout en bas, comme tout à l'heure, et puis une à mi-pente. Alors, à ce moment-là, la gouttière à mi-pente va récupérer ce qui est au-dessus. Et puis, les gouttes qui tombent entre les deux gouttières, vous allez les récupérer sur la gouttière du bas, plutôt que de les perdre. Ça s'appelle une cellule tandem. Et ça fait partie des efforts les plus intenses de la recherche aujourd'hui. Vous avez des concepts qui sont plus avancés et plus rigolos, où il s'agit de jouer soit sur la lumière, soit sur les électrons pour se rapprocher à des rendements encore beaucoup plus élevés. Et ça, c'est ce qui est plus proche de mes domaines de recherche. Je veux dire un mot sur des questions d'application innovantes. On parle beaucoup de photovoltaïque intégré au bâtiment, intégré éventuellement aux véhicules. Je pense qu'il y a un enjeu ici qui est à se dire, la filière photovoltaïque aujourd'hui, c'est une monoculture. C'est du silicium, principalement monocristallin, produit en Chine, sur quelques architectures de cellules, 2 ou 3 maximum. Je pense que si on veut que l'industrie se développe, il faut sortir de la monoculture et ça veut dire éventuellement avoir des applications qui ne sont pas ultra performantes sur le plan de la production énergétique, mais qui vont quand même contribuer à une production et qui surtout vont permettre de diversifier, de nourrir, de faire foisonner les idées, les innovations, pour éviter de rester enfermé dans un seul coin du problème. Et puis, il y a un enjeu évidemment absolument fondamental qui nécessiterait largement une conférence entière à soi seul, c'est la question d'intégration au réseau. Et ça passe par l'adaptation du réseau, certes, par l'adaptation des usages, assurément, et par le couplage, sans doute, du photovoltaïque à d'autres vecteurs énergétiques, dont certains que j'ai déjà évoqués plus tôt. Voilà, je crois que j'ai déjà un petit peu dépassé mon temps, donc je vais arrêter là. Je vous laisse avec une petite page de pub. Avec des collègues du CNRS et de la Fédération du photovoltaïque, on a produit ce guide qui s'appelle Solaire PV. Vous le trouvez en ligne gratuitement. C'est une espèce de FAQ. Les questions habituelles sur le solaire, j'en ai couvert un certain nombre ici, mais il y en a un peu plus en ligne. Donc, vous pouvez aller voir sur ce site pour retrouver ces fiches avec les sources. Et puis, il va y avoir un formidable ouvrage qui va bientôt sortir, normalement préfacé par Yves Bréchet chez EDP Sciences. Ce sera normalement au début de l'année prochaine. Merci beaucoup de votre attention. Merci Daniel. Donc on va ouvrir les questions. Si vous avez des questions dans Zoom, il faut lever la main, sinon on ne vous voit pas parce que vous êtes trop. Et on va commencer par des questions dans la salle. Je vois qu'il y a quelqu'un qui est très motivé, donc je vais lui passer le micro. Les meilleurs. Oui, bonjour, merci pour cet exposé très clair. Une question que j'ai, c'est probablement publié quelque part, mais qu'est-ce qui est à l'origine du vieillissement, du processus de vieillissement? Parce qu'a priori, on aurait envie de se dire, il y a pas de, on la voit pas de cette raison-là. Est-ce que c'est des diffusions de matériaux? Quel est le processus derrière? Et est-ce qu'il y a moyen là de gagner aussi? Parce que ce serait une manière de gagner du rendement également. Absolument. Alors, il y a moyen de gagner en rendement et surtout en productible sur le long terme, c'est-à-dire en évitant de réduire le rendement à proprement parler. Il y a plusieurs mécanismes de dégradation. Il y a un premier mécanisme, il y a pas mal de mécanismes qui sont liés au plastique encapsulant qui est dans le panneau, qui peut avoir deux effets. Sous l'effet des rayonnements UV, le plastique peut jaunir. Et donc, si vous perdez en transparence, vous perdez dans ce que vous pouvez absorber, vous perdez en rendement. Sous l'effet des rayonnements UV, vous avez une dégradation chimique aussi qui génère de l'acide acétique. Et cet acide, il peut en particulier attaquer les contacts et engendrer une délamination, soit de l'encapsulant avec les cellules, soit d'aller attaquer les jonctions électriques, le contact sur la cellule, les contacts entre cellules. C'est deux des effets principaux, on va dire, qui sont liés à l'encapsulant. Vous parliez de diffusion, il y a aussi un effet qui est de diffusion. Il faut voir que les panneaux solaires, ils sont quand même soumis à des contraintes qui sont assez lourdes. Une cellule, c'est un peu moins de 1 volt, mais vous avez des cellules branchées en série, vous avez des panneaux branchés en série les uns avec les autres, et vous avez le cadre qui, lui, est connecté à la masse. Donc, vous avez une tension de l'ordre de 1000 volts entre le cadre et la cellule. Et vous chauffez, parce que vous absorbez du rayonnement solaire. Donc, vous êtes en température, sous tension photo-induite, donc vous avez tout ce qu'il faut pour faire des migrations ioniques, et en particulier du sodium, qui peut effectivement diffuser
surtout s'il y a des laminations, vers les cellules. Et ça fait des résistances chantes qui, là aussi, dégradent le rendement. Ça, c'est les principales raisons de dégradation sur le silicium, 95% du marché. Vous avez d'autres cellules qui se dégradent encore plus vite, on va dire, typiquement les cellules perovskites, dont j'ai évoqué un petit peu le nom. Les perovskites, elles sont intéressantes parce qu'elles sont vraiment considérées pour faire des applications tandem que j'ai parlé. Typiquement, le tandem, ce serait on prend les cellules silicium qu'on sait bien faire et on rajoute dessus une couche qui serait facile à faire. Et les perovskites, elles offrent tout ce qu'il faut pour ça. Sauf qu'une perovskite, pour qu'elle vive longtemps, il faut la garder au noir. Il ne faut pas la mettre dehors pour pas qu'il y ait d'humidité. Il faut éviter qu'il y ait une tension électrique. Bon, j'exagère un petit peu. On a beaucoup amélioré les choses, mais il y a des enjeux de dégradation qui sont encore plus forts là-dessus. Bonjour Daniel. Tu n'as pas parlé des panneaux amorphes. Hein. Quelle est la base installée? Est-ce qu'on a une idée? Et quel intérêt il y a avec ces panneaux? Oui. Alors, le silicium amorphe, c'est exactement le même principe que ce que j'ai présenté ici. Juste en termes de science des matériaux, on obtient les fonctions un peu différemment. En particulier, le transport est plus compliqué, mais l'absorption optique est meilleure. C'est pour la physique du dispositif. Le silicium amorphe se retrouve typiquement dans la situation que j'ai évoquée sur la compétition entre le coût du module et le coût de l'installation. Le silicium amorphe, ça coûtait pas cher à faire en grande surface. Donc, c'était des panneaux qui étaient quasiment gratuits. Mais c'était des panneaux qui ne marchaient pas très bien en termes de rendement. Et du coup, quand il faut payer l'installation, la main-d'œuvre, etc., l'industrie s'est rendue compte que c'était plus intéressant de payer plus cher des panneaux qui marchaient mieux. Aujourd'hui, il n'y a plus d'industrie qui fonctionne exclusivement sur du silicium amorphe. En revanche, les techniques de dépôt de silicium amorphe sont utilisées dans l'industrie du silicium cristallin. On se sert du silicium amorphe comme surface de passivation, comme contact sélectif pour l'extraction des électrons dans les matériaux. Donc, c'est des savoir-faire qui n'ont pas disparu, mais qui aujourd'hui n'existent plus comme technologie à part entière. Et c'est l'exemple typique de ce graphe que je montrais sur le lien entre le rendement et le coût du module. Oui, bonjour, merci. Je voudrais poser une question par rapport au rendement, par rapport à la production d'électricité solaire, mais en passant par le thermique. Oui. Je sais que le photovoltaïque continue à produire lorsqu'il y a des nuages, mais je pense que le rendement quand même diminue. Pouvez-vous indiquer l'ordre de grandeur de diminution quand il y a des nuages et comment ça se situe lorsqu'on compare ça à du solaire thermique? Oui. Merci, bonne question. Toutes les questions étaient bonnes, pas deux. Alors, le rendement du silicium cristallin, typiquement, ne chute pas beaucoup quand il y a des nuages. En revanche, la production baisse parce que l'illumination baisse. Notre problème principal, il est sur la baisse de l'illumination plus que sur la baisse du rendement, à proprement parler. Le solaire thermique à concentration, alors j'ai un graphe là-dessus. Ça, c'est l'évolution des capacités installées, de la production, donc on est en énergie, des trois filières solaires que j'ai introduites plus tôt. Le solaire thermique, c'est-à-dire vous faites de la chaleur pour de la chaleur. Le solaire, ce qu'on appelle thermodynamique ou solaire à concentration, donc vous faites de la chaleur pour faire de l'électricité. Et le solaire photovoltaïque. Donc, on voit que dans la pratique, c'est vraiment pas cette voie-là qui a été développée de façon significative. Les raisons pour ça, c'est au fond, le solaire photovoltaïque, quand ça marche bien, quand la lumière éclaire l'installation, vous êtes à des rendements qui sont proches des rendements photovoltaïques. Vous êtes autour de 20% de rendement et vous avez une part de stockage thermique, puisque vous avez quelque chose de chaud. Il va rester chaud un certain temps. Éventuellement, il met un peu de temps à chauffer en début de journée. Donc vous décalez un petit peu aussi la production. En revanche, le solaire à concentration pose, à ma connaissance, deux problèmes. Il ne marche que sous illumination directe, pour le coup. Ça ne marche pas s'il y a des nuages, parce que si vous avez des nuages, vous ne pouvez pas concentrer la lumière du soleil. Si vous avez une loupe, vous essayez de brûler une brindille, ce qu'il ne faut pas brûler les fourmis. Vous n'arrivez pas à faire ça s'il y a des nuages. Donc, vous êtes plus sensible, en réalité, aux conditions climatiques ou météorologiques, et ça marche bien uniquement sur des vraiment grandes surfaces. Vous ne pouvez pas faire du solaire comme ça sur un toit, par exemple. Donc, c'est beaucoup moins modulable. Je pense que c'est deux des raisons principales pour lesquelles c'est moins porté que le solaire photovoltaïque. On pourrait en mettre un peu davantage, sans doute, des raisons. Ok, Raphaël, après on prendra question Zoom et on reviendra dans la salle.
Merci. J'avais une remarque qui mène à une question. Sur les questions de coût, vous avez présenté certaines choses, mais l'électricité ne vaut pas la même chose une soirée d'hiver et un après-midi de printemps. Et donc, bon, les comparaisons sont aussi à relativiser avec ça. Et ça m'amenait à une question sur l'interaction entre les technologies photovoltaïques et toutes les questions de stockage, qui eux aussi évoluent beaucoup technologiquement. Et s'il y a aussi des manières de contourner, je ne sais pas si vous pouvez nous dire quelque chose là-dessus. Oui. Alors là, c'est une question vraiment très vaste. Je vais donner quelques éléments de réflexion, on va dire, mais je ne suis pas sûr de savoir y répondre de façon tout à fait satisfaisante. D'abord, je pense que c'est intéressant de distinguer la question du coût de production et la question du prix. Produire de l'électricité, ça ne vous coûte pas forcément plus une soirée d'hiver qu'une journée d'été. Vous ne la vendez pas au même prix. Il y a peut-être une différence entre la physique qui est à l'œuvre et la question du fonctionnement du marché. Là, je suis à la limite de ce que je suis capable de dire sur la question économique. J'espère que… Voilà. Sur la question du stockage, je pense qu'avant d'en arriver là, il y a à se demander plusieurs choses. On sait intégrer du photovoltaïque dans le réseau jusqu'à une certaine quantité sans qu'il y ait besoin de stockage, sans qu'il y ait besoin d'efforts particuliers, on va dire. Aujourd'hui, 3% de production d'électricité solaire dans le mix électrique français, ça ne nécessite pas d'adaptation particulière. RTE, si je me souviens bien, dit que jusqu'à horizon 2030, en gros, il n'y a pas d'évolution du réseau nécessaire. Bon, il y a des évolutions nécessaires ensuite, et pour qu'elles soient en œuvre à ce moment-là, il faut les anticiper maintenant, évidemment. La deuxième réponse que j'aurais envie d'apporter, c'est de se demander quels sont les usages qui sont plus ou moins adaptés aussi à la production solaire. C'est-à-dire, quand on se demande la question des batteries, on se demande comment est-ce qu'on fait pour retrouver le service d'électricité qu'on a aujourd'hui avec des sources entièrement pilotables, avec une source qui a un profil de production complètement différent. Et on envisage de mettre entre les deux une espèce d'interface qui va permettre de retrouver le service existant avec une source différente. Je pense que cette interface, elle est intéressante et qu'elle est utile, mais qu'il faut d'abord se demander si on ne peut pas faire aussi un peu l'inverse et se demander quels sont parmi nos usages ceux qui ne nécessitent pas cette interface-là. Je pense par exemple à la question de la climatisation, dont on sait que l'impact en termes de consommation électrique est en train de croître au niveau mondial de façon très significative et qui est un usage qui est assez bien corrélé avec la production solaire au moment où le solaire produit. Est-ce qu'il y a quelque chose à imaginer dans cette direction-là? Dans un dernier temps, ensuite, pour répondre plus directement à la question sur le stockage, je dirais, de ce que j'ai compris de la question, il y a vraiment des enjeux de stockage qui se posent à des horizons de temps différents. Est-ce que vous êtes sur du stockage très court terme pour assurer la stabilité du réseau? Est-ce que vous êtes sur du stockage interjournalier? Est-ce que vous êtes sur du stockage intersaisonnier? Et en fonction de ces échelles-là, ce n'est pas les mêmes technologies qui sont à l'œuvre. Quand on parle stockage, on pense surtout batteries. Les batteries ont sans doute un rôle à jouer sur les variations jour-nuit. De quelle batterie on parle? Est-ce qu'on parle de batteries de stockage stationnaire? Est-ce qu'on parle de véhicules électriques, puisque une partie de la production d'électricité est amenée à servir à la mobilité? Pour le stockage saisonnier, par exemple, il semble clair que les batteries ne sont pas adaptées. Donc, il y a des questions à se poser à cet endroit-là. Pour le stockage court terme, ou assurer la stabilité du réseau, là aussi, c'est sans doute d'autres technologies qui peuvent être considérées. Je ne réponds pas vraiment à la question, mais j'essaie de donner un petit peu un panorama de pistes de réflexion. Bon, là, il y a deux questions sur Zoom. Je vais essayer de donner la parole premier. Bonjour, ça va, le son est correct? On vous entend. Ok, bonjour. Parfait. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation, vraiment très bien faite. En fait, j'ai une question. Vous avez mentionné à un moment qu'il y avait de l'échauffement, ce qui je suppose tout à fait normal vu que le rendement n'est pas de 100%. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà essayé de faire de la cogénération et de récupérer aussi la chaleur du panneau en mettant des caléoducs en dessous et en allant faire du solaire thermique avec ensuite? Oui, tout à fait, ça existe. Donc l'idée, effectivement, c'est de se dire, si je fais circuler un serpentin d'eau sous le panneau, je suis capable de chauffer l'eau avec la chaleur résiduelle, les électrons qui ont relaxé, typiquement, qui ont dissipé une partie de la chaleur. Ça existe industriellement aussi. À ma connaissance, ça pose, on va dire, des questions physiques et des questions techniques. La question physique, c'est si vous voulez réussir à évacuer beaucoup de chaleur comme ça, vous baissez la température du panneau,
mais du coup, vous avez de l'eau qui circule à une température qui n'est pas très élevée. Déjà, si vous partez d'un panneau qui est à 40 degrés, au mieux, vous allez chauffer votre eau à 40 degrés. Et si vous faites ça, vous ne refroidissez pas le panneau. De l'eau à 40 degrés, ce n'est pas forcément facile à utiliser pour un certain nombre d'applications. On va dire que c'est un peu la limite. Si vous voulez utiliser votre circuit de refroidissement pour refroidir effectivement le panneau, en vous disant qu'un panneau plus froid marchera mieux en plus, et que vous le descendez à, je sais pas, 25 degrés, alors vous récupérez de l'eau à 25 degrés, et de l'eau à 25 degrés, c'est vraiment difficile de s'en servir comme eau chaude sanitaire ou pour quoi que ce soit. La deuxième difficulté, c'est vous rajoutez sur votre... Un panneau photovoltaïque, ça a cette capacité merveilleuse d'être un système immobile. Vous le posez et il vous produit l'électricité pendant 25 ans. Il n'y a pas de pièce mobile, il n'y a pas de pompe, il n'y a pas de tuyauterie, il n'y a pas tout ce que vous rajoutez quand vous faites passer de l'eau sur le panneau. Donc, je pense que c'est des perspectives qui sont intéressantes, à nouveau qui existent comme dispositifs commerciaux. Je me demande jusqu'où est-ce que ça peut aller et je me demande la longévité de ces installations. Mais à nouveau, je me pose la question, mais c'est des réponses qui existent. Et il s'agirait surtout d'aller les chercher. Merci. Oui, alors une autre question. Hervé? Hervé Bersejol? Oui, bonjour. Vas-y. Merci beaucoup, Daniel, pour cet exposé très intéressant à suivre. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'IROI, du taux de retour énergétique des panneaux solaires et surtout de son évolution plutôt bonne avec le temps? Salut Hervé, merci pour la question. Alors, l'IROI, c'est un concept qui a acquis une certaine popularité et qui consiste à se demander, pour une technologie de production d'énergie, il faut que j'investisse de l'énergie au départ. Combien d'énergie est-ce que je récupère par rapport à l'énergie que j'ai dû investir? IROI, c'est Energy Return on Investment. Donc, quelque part, il y a quelques éléments que je vous ai donnés dans la présentation. Je vous ai dit, faire un panneau solaire, ça vous coûtera à peu près 15 mégajoules par watt crête, c'est-à-dire par watt que le panneau est capable de produire en sortie d'usine dans les conditions standards d'illumination. Et je vous ai dit, ça veut dire en gros qu'en un an, le panneau produit autant d'énergie que ce qu'il a consommé pour sa production, à comparer aux 25 ans de la durée de vie du panneau, ce qui, à la louche, comme ça, vous fait un IROI de l'ordre de 25. Alors, en réalité, la notion d'IROI, pour moi, est une notion à prendre avec beaucoup de prudence. On a encadré un stage avec José Alloy, d'une étudiante de Master 2, Fatoumata Diallo, qui avait pour mission de regarder la littérature sur les 20 dernières années, ou un peu plus, 30 dernières années, et de regarder qu'est-ce que les gens donnaient comme valeur en disant « voilà l'IROI du PV ». Rappelez-vous ce graphe, je vais remonter un petit peu. Rappelez-vous ce graphe qui vous donne l'évolution du coût économique. Entre le coût économique et le coût énergétique, évidemment, il y a des pincettes à prendre. Mais si le coût économique baisse, ça veut dire que les panneaux marchent mieux et que les processus sont moins coûteux dans l'ensemble. C'est lié à ça, en tout cas. Voilà l'évolution sur ces 50 dernières années du prix. Voilà l'évolution des valeurs rapportées sur l'IROI dans les 30 dernières années. C'est essentiellement du bruit. On s'attendait quand même à voir dans la littérature une évolution de la valeur, en se disant, OK, les gens ne sont pas d'accord sur le périmètre à utiliser pour l'IROI, ils ne sont pas d'accord sur les données, ils ne sont pas d'accord sur... Ils n'ont pas pris le même endroit pour calculer l'IROI. Mais bon, sur cette échelle de temps, les prix ont été divisés par 50. Donc, on devrait quand même voir une espèce de tendance, avec du bruit autour. L'étude de la littérature dit il n'y a pas de tendance. Alors, pour moi, c'est une première difficulté, on va dire, de l'IROI. C'est une grandeur qui est très attirante parce qu'elle s'attrape bien comme concept et on comprend bien que c'est une grandeur qui est intéressante. Mais en fait, c'est très difficile à calculer parce que ça dépend du périmètre que vous avez choisi. Est-ce que vous avez juste le panneau? Est-ce que vous avez l'installation? Est-ce que vous avez l'installation sur sa durée de vie? Est-ce que vous avez pris en compte un taux d'actualisation ou pas? De combien? Donc, tout ça mis bout à bout fait que la valeur de l'IROI du PV, c'est une grandeur qui aujourd'hui ne fait absolument pas consensus et donc qui me semble difficile à utiliser. Le deuxième élément que je voudrais apporter à la réflexion, c'est de se demander pourquoi on utilise cette notion d'IROI. On utilise l'IROI comme une perspective, comme un outil de prospective, en se disant, au fond, pour notre futur énergétique,
On a plutôt envie de tabler sur des technologies qui ont un fort retour énergétique, qui vont coûter peu et rapporter beaucoup, et pas de tabler sur des technologies qui coûtent beaucoup et qui ne rapportent pas grand-chose, ou à peine plus que ce qu'elles ont coûté. Donc, c'est un outil de projection à long terme. Et en même temps, l'IROI, fondamentalement, c'est une grandeur marginale. Qu'est-ce que ça vous coûte de faire un panneau en plus dans le système actuel? Qu'est-ce que ça vous rapporte de faire un panneau en plus dans le système actuel? Si vous imaginez cette IROI au cours du temps, vous vous dites, pour le photovoltaïque, au fond, au début, l'IROI a dû être très, très mauvais. Le premier panneau solaire, ça avait coûté plein d'énergie de faire de la recherche, toute cette énergie nécessaire pour faire un panneau qui ne marche pas bien. Donc ça, c'est un IROI catastrophique. Puis au fur et à mesure de la courbe d'apprentissage, l'IROI devrait s'améliorer. Puis il y a un moment où vous vous dites, en fait, dans mon périmètre de calcul, qu'est-ce que ça me coûte de faire un panneau? Je ne peux pas juste avoir le panneau, il faut que j'inclue aussi le réseau. Tant que j'ai quelques panneaux sur le réseau, ce n'est pas grave. Mais si je commence à avoir 20% de la production photovoltaïque, il faut que j'inclue ce que ça va coûter au réseau. Donc le périmètre légitime évolue au cours du temps. L'IROI doit rediminuer. Puis une fois que le réseau est changé, il n'y a plus à le payer. L'IROI doit réaugmenter. Bref, vous êtes en train d'essayer de vous projeter à l'avenir avec une grandeur qui, au fond, est la dérivée de la courbe en un point. Donc je pense que cette grandeur d'IROI, elle est intéressante, mais elle est un tout petit peu... Il faut l'utiliser avec précaution, en se demandant jusqu'où est-ce qu'on a le droit d'extrapoler à partir d'une valeur donnée de l'indicateur. On va reprendre une question dans la salle et on retournera sur le Zoom après. Oui, bonjour, merci beaucoup. Je voudrais revenir sur l'histoire de vieillissement un petit peu, s'il vous plaît, parce que vous avez mentionné, vous me dites tout de suite si je me trompe, qu'en fin de vie, un panneau de solaire a un rendement diminué, mais il a quand même un rendement. Alors, ma question c'est, qu'est-ce qui détermine cette durée de vie d'environ 25 ans dont vous avez parlé, si ce n'est pas le fait que les cellules ne fonctionnent plus du tout? Alors, il y a deux effets. D'abord, vous avez tout à fait ça que j'ai dit. Il y a deux effets. D'abord, ce que j'ai présenté là, c'est la dégradation. Vous avez aussi un risque de panne, c'est-à-dire le panneau qui arrête de marcher parce que vous avez un connecteur qui a sauté. Ça arrive aussi. À ma connaissance, c'est assez rare. Je n'ai pas de statistiques. Donc, c'est le premier élément, la différence entre la dégradation, on va dire, et la panne dramatique. Pourquoi est-ce qu'on dit que la durée de vie d'un panneau, c'est 25 ans? Parce que c'est typiquement la période qui est garantie par le constructeur. Le constructeur vous dit, jusqu'à 25 ans, tant que votre panneau, il est… voilà, s'il passe en dessous de cette dégradation-là, moi, je vous indemnise. Et si ça tombe trop, je vous paye le remplacement du panneau. Certains constructeurs, d'ailleurs, vont jusqu'à 30 ans et certains constructeurs incluent les pannes dramatiques dans cette garantie. Donc, c'est l'horizon typique, on va dire, des garanties, et c'est du coup ça qui est utilisé comme estimation de la durée de vie. Mais pourquoi on peut imaginer que vous saurez fabriquer des panneaux de meilleure qualité? Tout à fait, oh, absolument. Absolument. J'ai évoqué la question du bore ou du gallium pour doper le panneau. Typiquement, le passage du bore vers le gallium se motive parce que le gallium induit des taux de dégradation plus faibles. Il y a moins de liaison avec l'oxygène et du coup, ça marche mieux. Oui, alors, Marie, je vais te laisser parler. Tu peux parler, Marie, là? Bonjour, vous m'entendez? Oui. J'avais une Bonjour. question. Donc, ici, il me semble qu'on parle surtout de panneaux photovoltaïques fixes. Est-ce que vous voyez des perspectives pour des technologies montées sur tracker et aussi pour des panneaux, par exemple, bifaces? Merci pour la question. Effectivement, je suis resté sur une technologie très standard, on va dire. Il y a des évolutions et des raffinements par rapport à ça. Les deux qui ont été évoqués ici, c'est la question des trackers, c'est-à-dire votre panneau, il marche mieux quand il est tourné vers le soleil. Jusque-là, c'est assez logique. Le soleil bouge, jusque-là, pareil. Donc, on pourrait envisager de mettre un panneau sur un système qui suit le soleil. Alors, vous avez deux options. Vous avez l'option où vous suivez vraiment le soleil en permanence. Ça vous demande d'avoir un tracker suivant deux axes, parce qu'il y a deux angles pour suivre le soleil. Ou vous pouvez faire un système plus simple, suivant un seul axe, qui vous permet d'améliorer deux choses. D'améliorer à la fois la quantité d'énergie produite, puisque vous êtes plus souvent tourné vers le soleil, et d'améliorer la longueur dans la journée où vous arrivez à produire de façon significative de l'énergie. Donc ça existe tout à fait. Je n'ai pas là de tête les chiffres sur la répartition des installations entre installations avec tracker ou installations sans tracker.
Les installations sur les toitures, qui représentent aujourd'hui à peu près 30% des installations, sont à ma connaissance principalement fixes. Et les installations dans les fermes solaires, je n'ai pas suffisamment les chiffres pour dire. Le tracking a des avantages qu'on vient de discuter. Il a les défauts qu'on a aussi évoqués plus tôt. Vous rajoutez un système mobile. Ça demande de s'assurer qu'il tourne bien, qu'il n'y ait pas de grains de sable dans la mécanique, que votre programme qui suit le soleil ne se met pas à yoyoter au bout de 20 ans et que votre panneau ne tourne pas le dos au soleil. Voilà, on sait faire assez bien. Ça rajoute de la complexité. Et donc, sur une durée longue, ça rajoute des questions aussi différentes du panneau. L'autre aspect qui a été évoqué, c'est les panneaux bifaciaux. Je vous ai présenté ici des panneaux avec, a priori, une couche de plastique opaque en face arrière pour améliorer l'encapsulation. On peut envisager des panneaux où une partie de la lumière, alors soit de la lumière qui traverse, mais surtout de la lumière qui est réfléchie par ailleurs dans l'environnement, qui éclaire l'arrière du panneau, puisse aussi être convertie. Donc là, de la même manière, ça augmente la quantité d'énergie que vous êtes capable de produire avec le panneau. Non pas parce que vous changez le rendement proprement parlé, mais parce que vous avez plus de lumière qui atteint le panneau. Ce sont aussi des perspectives qui se développent. Pareil, je n'ai pas suffisamment de chiffres en tête pour vous répondre précisément. La référence à suggérer là-dessus, c'est ITRPV, International Technological Roadmap for Photovoltaics, qui doit, je pense, donner des chiffres de projection là-dessus. J'ai une petite question. Je suis tombé sur une centrale photovoltaïque au Pakistan qui fait 60 km² et donc 2 gigawatts. Alors évidemment, 1 gigawatt, puisqu'il est jour-nuit, bien sûr, mais la question que je me pose, c'est comment on fait pour balayer la poussière journellement sur une… Parce que ça marche à 2,2 gigawatts si les panneaux solaires sont nickel. C'est en plein désert. Il y a forcément du sable, donc il y a forcément un balayeur. Je ne saurais pas vous dire comment ça marche précisément et pas dans cette forme-là en particulier. C'est la partie des coûts, opérations et maintenance que j'ai indiqué. C'est essentiellement ça. C'est essentiellement s'assurer que les panneaux restent transparents. Donc, c'est retirer la poussière, c'est retirer d'autres choses plus visqueuses qui peuvent tomber dessus. Parce que, bien sûr, toutes les pertes optiques, c'est des pertes de production. Je ne peux pas être beaucoup plus précis ici. Bonjour, merci. Vous avez donné le chiffre de 1 hectare par mégawatt et vous parlez d'installer 1 terawatt par an. Est-ce qu'on va vers des arbitrages terres agricoles, fermes solaires? C'est des questions, c'est des bonnes questions et c'est des questions importantes. L'ordre de grandeur, en France, si vous voulez produire 500 TWh, la consommation électrique actuelle, en énergie sur l'année, je ne parle pas d'équilibrage de réseau, je ne dis pas qu'il suffit d'avoir autant de panneaux pour faire le mix français. Mais la surface, c'est à peu près 10% des routes existantes. Autrement dit, on a déjà artificialisé beaucoup plus en termes de surface que les surfaces dont on a besoin pour faire toute notre électricité en énergie avec des panneaux solaires. Pour autant, ce sont des questions qui se posent, absolument. Et il y a un vrai enjeu à s'assurer que ces perspectives d'agri-PV, si elles se développent, ne se fassent pas au détriment de l'activité agricole. Et c'est des questions sur lesquelles les paysans sont extrêmement prudents. Et on les comprend. Donc, vous avez par exemple la Marcoussis, juste à côté d'ici, une ferme solaire qui s'est installée à l'initiative de la collectivité sur des terres qui au départ étaient des terres de remblai du chantier pour le TGV, sous une ligne de tension. Peu de chances qu'on arrive à construire du logement là-dessous, et qui s'est construit pour être une ferme solaire avec du pâturage. Voilà un exemple de terre utilisable. Est-ce que c'est de l'agrivoltaïsme? Ça se discute. Mais en tout cas, il y a une partie d'activité agricole en lien avec ces terres, avec une production solaire qui semble en bonne intelligence. J'ai entendu parler J'ai entendu parler d'une technologie fabriquée mise au point de gros C2N où par des dépôts de cristaux appropriés d'acier en surface, on introduisait des mécanismes de réflexion totale dans le silicium et ça permettait de diviser par 100 l'épaisseur liquide de silicium. Absolument. Alors, on l'a vu, rappelez-vous au début, on s'est dit pour faire du photovoltaïque, il faut réussir à absorber bien la lumière. C'est le premier point. Si vous n'absorbez pas la lumière, vous n'allez pas en faire quoi que ce soit. Il faut réussir à conduire les électrons. Ces deux contraintes-là, elles conditionnent l'épaisseur des matériaux.
vous avez besoin que le matériau soit optiquement épais pour absorber la lumière. Vous avez besoin qu'il soit électriquement fin pour que les électrons puissent le traverser sans problème. Le silicium, c'est un bon matériau électrique. Les électrons se baladent bien dedans. C'est un mauvais absorbant parce qu'il a un gap indirect. Donc, on est obligé d'utiliser des trucs épais de silicium, 150 microns. J'ai une cellule ici, je vous propose, si vous voulez voir à la fin ce que ça fait, une cellule dans les mains, vous pouvez venir la toucher. Donc, c'est vraiment très épais et on peut se permettre d'avoir un truc qui est aussi épais parce que les électrons se diffusent très bien dans le silicium. Mais évidemment, réussir à réduire l'épaisseur du silicium, ça économise de la matière, ça améliore encore les propriétés électriques, donc il y a un enjeu à ça. Comment est-ce qu'on fait pour réussir à faire ça? Il faut faire en sorte que la lumière, plutôt que de faire simplement un passage dans le silicium, en fasse le plus possible. Donc, par exemple, on met un miroir en face arrière et sans avoir augmenté l'épaisseur du silicium, on a multiplié par 2 le trajet de la lumière dans le matériau. On texture la surface et on multiplie par 4n carré au maximum le trajet optique dans le matériau. Ce qu'on appelle les technologies en couche mince sont les systèmes qui ont des bien meilleures absorptions optiques que le silicium. Et typiquement, on passe de 100 microns à 1 micron, voire quelques centaines de nanos. Et on retrouve là le facteur 1000 que vous évoquiez, les technologies de couche mince qui représentent les 5% de la courbe jaune, verte, là, que je vous ai montré. Bien meilleure propriété optique, en général moins bonne propriété électronique. Donc, les deux ensemble, on est de toute façon proche de la limite et la même limite de Shockley-Quasar au bout du compte. Un des facteurs principaux de perte, le temps que le micro arrive, un des facteurs principaux de diminution du coût de la fabrication du silicium, ça a été de réduire les pertes du trait de scie. Parce que quand vous essayez de couper des galettes qui font 150 microns d'épaisseur, le fil de diamant que vous utilisez pour couper, il est à peu près aussi épais que la galette. Autrement dit, vous perdez en gros une galette sur 2, quoi, à cause du trait de scie. J'ai une question toute bête, pardon. Est-ce qu'on pourrait récupérer l'électricité à partir de la lumière dans les bureaux ou dans les pièces et tout ça? Oui, c'est pas du photovoltaïque solaire, c'est du photovoltaïque indoor. Ça a l'intérêt de pouvoir fonctionner avec des rendements meilleurs que celui que je vous ai montré là, parce que vous n'êtes pas en train de convertir une lumière solaire qui a un spectre donné, vous êtes en train de convertir une lumière artificielle qui a en général un spectre plus réduit, donc c'est plus facile à convertir. Par contre, en termes de ressources énergétiques, vous avez beaucoup moins de puissance que dans la lumière du soleil. Et donc, du coup, la question qui se pose, on retrouve au fond la question de Leroy qui était posée tout à l'heure, en se disant, ce dispositif que vous allez utiliser pour récupérer la lumière qui est là, il vous aura coûté de l'énergie à faire, pas forcément beaucoup moins qu'un panneau solaire. Par contre, il va vous produire beaucoup moins d'énergie dans sa durée de vie. Est-ce que ça aura vraiment valu le coup de le produire en premier lieu? Je n'ai pas de réponse à ça. Mais je sais qu'il existe des développements, en particulier vers du photovoltaïque organique, qui a des propriétés plus malléables, on va dire, que du silicium cristallin, qui a la chance d'être adapté au soleil, mais qui est complètement fixé, pour réussir à faire des cellules au rendement, je crois, de plus de 50% de rendement sur de la lumière artificielle. J'avais une question concernant maintenant les possibilités ou les potentiels de mettre une optique en entrée avant les panneaux. Sur la question, par exemple, du suivi du soleil, je suis tombé une fois sur un article qui proposait un dispositif optique. Alors, c'est système de lentille de Fresnel, je crois que c'était en fait un système holographique qui permettait de toujours ramener la lumière au bon endroit. Et là, il n'y a pas de mécanique. Est-ce qu'il y a des développements qui sont suivis là-dessus et des produits déjà commercialisés? Alors, on a parlé du solaire à concentration sous l'angle thermique, c'est-à-dire concentrer la lumière typiquement avec des champs de miroir vers une tour centrale. Ça peut être intéressant de concentrer la lumière, ça permet de faire une lentille aussi, vers un dispositif photovoltaïque. Ça a deux intérêts. D'abord, plutôt que d'avoir un panneau qui fait cette taille-là, vous avez une lentille qui fait cette taille-là et un panneau qui est plus petit. Donc, vous avez moins de matière. Et c'est intéressant. Ou disons, la matière, vous l'avez sous forme de lentille, et globalement, c'est plutôt plus facile et moins technologique qu'une cellule. En particulier, si vous allez vers des cellules de très haut rendement, les cellules à 47% que j'ai évoquées au début d'exposé, vous n'avez pas envie de faire des mètres carrés de cellules comme ça, vous avez envie d'avoir de petites cellules. Le deuxième intérêt, il est plus physique et un peu plus difficile à attraper. Un système sous concentration fonctionne à un rendement plus élevé.
C'est-à-dire que sur la même surface, vous allez réussir à mieux convertir. La raison essentiellement, c'est la tension que vous arrivez à produire dans votre cellule. Ça ne dépend pas juste du gap, ça dépend de la concentration des porteurs que vous avez dans le matériau. Et si vous avez de la lumière concentrée, vous avez une concentration qui est plus élevée. Pour ceux à qui ça parle, vous séparez davantage les niveaux de Fermi, et donc vous avez plus de tension en sortie. Donc la concentration, c'est intéressant en termes de matière et en termes de rendement. Ça pose des questions aussi en termes de tracking. Alors, je ne sais pas quel est le système que vous évoquez là précisément qui permettrait de réussir à faire du tracking sans mouvement physique. L'image que j'ai moi de la concentration simple, c'est-à-dire en gros une lentille et un système, c'est la lentille fait l'image du soleil, et si l'image du soleil se trouve ne pas être sur la cellule, bah vous avez 0 de conversion, essentiellement. Donc en fait, pour moi, les systèmes à concentration, ils ont plutôt besoin d'un système de tracking en plus. Mais je ne connais pas le système que vous évoquez là spécifiquement, et donc je me sers de votre question pour raconter des choses sur la concentration en général. Oui, Daniel, là, il y a une question sur le chat que je lis. Dans le cadre d'une transition hydrogène dont les investissements s'élèvent à près de 1000 milliards, la génération d'hydrogène vert demande un développement massif du photovoltaïque. L'approche consiste à alimenter les hydrolyseurs par des panneaux. Où en est-on du Solar to H2 intégré directement qui permettrait d'augmenter les rendements de production, voire de produire à des coûts plus faibles que d'importer? Merci pour la question, Axel. Pas d'éléments chiffrés à vous donner en tête. Ça me permet éventuellement de rebondir sur la question du stockage de tout à l'heure, en disant, par exemple, la question de l'électrolyse peut être un usage qui suit la production solaire. Ça pose des questions en termes de rentabilité des électrolyseurs que du coup vous n'utilisez pas à 100% de leur capacité tout le temps. La question de l'hydrogène, c'est aussi bien la question de décarboner l'usage actuel de l'hydrogène, en particulier en métallurgie. Rappelez-vous, un peu plus tôt dans l'exposé, je vous ai dit, pour faire transformer ça, la silice en silicium, on met du carbone pour réduire le silicium oxydé, et l'oxygène va sur le carbone, on émet du CO2. Typiquement, ça c'est un processus de métallurgie assez classique qu'on pourrait envisager de faire avec de l'hydrogène plutôt qu'avec du carbone, ce qui permettrait de générer de l'eau plutôt que de générer du CO2. Donc ça ne répond pas du tout à la question, mais ça dit que si on avait de l'hydrogène vert, ce serait intéressant aussi pour la production du silicium et pour la métallurgie en général. Puis dans un deuxième temps de développement de l'hydrogène, il y a sans doute des questions à se poser en termes de stockage, et stockage en particulier intersaisonnier, beaucoup plus que sur du stockage court terme. Là encore, je ne réponds pas exactement à la question parce que je n'ai pas d'éléments satisfaisants sur l'évolution du solar to hydrogen. Je préfère donner quelques éléments de contexte de la question que d'essayer d'y répondre. On va prendre une dernière question et après on va le laisser souffler un peu. Oui, moi, je voulais savoir comment se comparait le coût énergétique de recyclage des cellules par rapport au coût énergétique initial de fabrication de ces cellules. Est-ce que ce sont des choses qui sont bien documentées? Est-ce que c'est en pleine évolution? Tu as montré des résultats qui avaient l'air très récents, mais est-ce qu'on a déjà un petit peu de recul sur... La filière recyclage telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est essentiellement du downcycling et c'est essentiellement pas les cellules. Donc je pense que les éléments qu'on a de retour actuel de la filière ne permettent pas de répondre à la question. Donc non seulement je ne les connais pas, mais en plus, je crois que même si je connaissais bien la filière, il n'y aurait pas le retour qui permet de savoir combien ça coûte de refaire un panneau à partir du recyclage d'un panneau. Les résultats du Fraunhofer datent de juin 2022 et à ma connaissance, c'est la première fois que c'est fait. Donc probablement que le coût énergétique n'est pas très bon, mais là aussi, il y a une courbe d'apprentissage. Et donc, ce qu'il faudrait vraiment réussir à avoir, c'est les perspectives. La filière en question, à combien est-ce qu'elle estime qu'elle sera capable de faire quand elle sera mature? Et je vais en profiter pour reboucler sur ce que Marc faisait comme pub au départ. La prochaine conf Coriolis, ce n'est pas le 17, c'est le 10. Et c'est la fondatrice de Rosy Solar, qui est une entreprise spécialisée dans le recyclage du PV, qui vient parler économie circulaire du photovoltaïque. Ce sera ce jeudi à 18 h à Polytechnique, rediffusé en direct. Et donc, voilà, ça me permet de botter la question
vers des collègues. Ok, donc merci. Merci encore. Merci beaucoup, merci à vous.